Bonjour Jean Rotner. Bonjour Jean-Michel Apathy. Vous êtes président de la région Grand Est qui regroupe l'Alsace, la Champagne-Ardenne, la Lorraine. Vous êtes donc candidat au renouvellement de votre fonction. Le scrutin régional aura lieu les 20 et 27 juin. Vous êtes aussi médecin de formation, urgentiste. Donc nous parlerons à la fin de cet entretien de la crise sanitaire et notamment de la perspective de la vaccination obligatoire. Et avant tout cela, je voulais évoquer avec vous ce fait divers dramatique qui s'est déroulé à Hayange. Une jeune femme de 22 ans a été assassinée par son conjoint, 23 ans, un Serbe qui bénéficiait du statut de réfugié politique. Le procureur de Metz a dit hier « pas de dysfonctionnement ». Alors que des plaintes avaient été déposées avant, mais la justice n'avait pas été saisie. Quel est votre regard sur ce drame qui s'est déroulé à Hayange? D'abord, c'est un drame terrible, un drame devant une enfant. En plus, effectivement. On n'en parle pas assez souvent, mais très souvent, là aussi, ce type de drame se déroule devant les enfants. La maman a été assassinée devant son enfant. C'est un drame familial, un drame effectivement qui pose aussi aujourd'hui des questions, de vraies questions, le lien entre la police et la justice, le suivi de ces signalements, le suivi de ces dépôts de plainte. Et là, visiblement, le procureur dit il n'y a pas de dysfonctionnement. Moi, je serais prudent. Vous avez fait référence à mon état de médecin. Effectivement, j'ai trop vécu là aussi des situations familiales où parfois il pouvait y avoir des loupés. Donc soyons prudents, avançons dans cette enquête là aussi avec beaucoup de circonspection, mais visiblement quand même pour une femme qui pose de nombreuses fois plainte, qu'il n'y ait pas de suivi. Une plainte et une main courante l'année dernière. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose. Et surtout des témoignages aussi de voisins qui sont récurrents, qui expliquent que la police faisait beaucoup de fois des passages dans cette famille, c'est qu'il y a quand même eu un problème. Et donc il faut faire quoi, une enquête administrative? Je pense qu'il faut qu'il y ait une enquête administrative, il faut regarder les choses avec lucidité, et s'il y a faute, il faut savoir là aussi corriger. De commissariat d'Hayange fermé à 18h, parce que c'est un peu le lot des services publics, peut-être que... On sait qu'on a aussi, dans beaucoup de villes, grandes ou petites d'ailleurs, un manque de moyens, et un manque de moyens souvent de la police la nuit, des équipages qui ne sont plus là. Et là, il faut aussi prendre les dispositions, il faut que l'autorité de l'État et de l'autorité républicaine soit rétablie. Votre concurrent du Rassemblement national, qui s'appelle Laurent Jacobelli, dit, voilà, cet étranger-là, il était étranger, il bénéficiait d'un statut de réfugié politique, avait déjà été condamné, 9 condamnations, plusieurs infractions, des infractions routières notamment. Avec nous, il aurait été expulsé, ça ne se serait pas passé. Oui, est-ce que vous pourriez dire la même chose? Vous savez, M. Jacobelli, c'est toujours l'homme des solutions simples, des donneurs de leçons, et je crois qu'il faut être là aussi extrêmement prudent. Il y a des lois, il faut les respecter en France. De la responsabilité aujourd'hui du ministre de l'Intérieur de prendre des décisions, du ministre de la Justice de prendre des décisions, et je crois que plus que jamais, on a besoin d'une police et d'une justice qui se travaillent ensemble. Voilà ce dont la France a besoin. On a parfois le sentiment que police et justice sont trop éloignés, il faut les rapprocher. Et le statut de ce assassin présumé ? C'est un statut effectivement qui pose question, et là aussi j'ai vu un ministre de l'Intérieur qui a su prendre des décisions. Je l'encourage à continuer à prendre des décisions fortes quand elles s'imposent, et s'il y a des expulsions qui sont nécessaires parce que des gens sont en situation irrégulière et commettent des crimes sur notre pays, il faut prendre effectivement les dispositions qui s'imposent. Donc quand un étranger en situation régulière, accueilli sur le territoire, commet des infractions, il faut... Mais à un moment donné, encore une fois, moi je le répète, l'autorité républicaine de notre pays doit être respectée. Je pense que les concitoyens, mes concitoyens en tout cas, l'expriment fortement. Ils ont besoin de cette notion de sécurité. Et je pense que quand des dispositions doivent être prises, et même quand on est en situation aujourd'hui régulière et que on contrevient aux dispositions de la France, déjà, il y a des peines de prison qui doivent être prononcées. Il y a un écartement de la famille qui doit, dans ce cas, être réalisé. Et si il faut aller plus loin, il ne faut pas avoir peur d'aller plus loin. Nous sommes le mercredi 26 mai, Jean Rotner, le 20 juin, donc dans 3 semaines et quelques jours, le premier tour des élections régionales se déroulera en France. Vous menez campagne, bien sûr, pour votre réélection. Vous avez le sentiment que les foules sont mobilisées, qu'on vous écoute? Non, pas du tout. C'est très difficile. Les gens aujourd'hui, M. Apathy, sont dans la sortie de crise, dans la sortie de cette pandémie. Ils sont heureux d'ailleurs de progressivement pouvoir en sortir. Donc, pouvoir les atteindre dans un discours d'élection,
de propositions, c'est extrêmement compliqué, difficile, mais ce n'est pas impossible. Et pour cela, il faut être sur le terrain, il faut être présent, il faut les écouter, il faut être dans une position, là aussi, plutôt positive. La France doit sortir avec succès de cette crise. Moi, je souhaite faire de la région Grand Est, en tout cas, le quartier général du retour à la vie normale et de la relance. C'est pour ça que je me bats, c'est pour ça que je me suis battu pendant cette crise et c'est pour ça que je souhaite continuer à me battre dans les années qui viennent. Et les compétences économiques de la région, notamment, peuvent être un facteur important pour la relance sur le territoire. Compétences économiques, naturellement, mais les compétences aussi vis-à-vis des jeunes qui ont souffert. On a découvert une forme de quart-monde d'étudiants à l'occasion de cette crise. Il y a aussi des compétences en matière de mobilité qu'il faut savoir relancer, de développement durable. C'est extrêmement important pour la population qui, dans le cadre de cette crise, a changé quelques habitudes. Les circuits courts, l'agriculture, tout cela s'est transformé. Eh bien, nous avons à rebondir, à nous relancer. Généralement, l'abstention est plutôt élevée. Lors des élections régionales, un électeur sur 2 va aux urnes, c'est pas terrible. Là, vous redoutez qu'il y en ait davantage qui, Je crois qu'il ne faut surtout pas se tromper d'élections. Ce sont les élections régionales et départementales. Ce sont des élections locales. On n'est pas en train de faire le match de 2022. Pour certains. On y pense toujours. Et bien sûr. C'est inévitable. Bien sûr qu'on y pense toujours, mais moi, je ne me trompe pas. Je parle du quotidien de mes concitoyens. J'essaie de trouver des solutions, de leur proposer un projet de mandat qui soit cohérent, qui réponde à leurs attentes. C'est s'occuper de leur vie quotidienne qui importe. Ce n'est pas aujourd'hui d'être dans un match de préparation pour 2022 ou d'échauffement pour certains. Votre situation politique a l'air complexe, si on en croit un sondage, au moins IFOP. Alors, ce sont des sondages, des intentions de vote, les urnes, ça peut être autre chose, mais enfin, le sondage qui est paru concernant votre région donne le Rassemblement national en tête, 28%, vous-même 24%, ce qui pour un président sortant, au fond, n'est pas un résultat exceptionnel. La République en marche est en 3e position, avec 18%. Comment vous expliquez qu'un président sortant ne soit pas en tête dans les intentions de vote ? Écoutez, le président sortant, il était en tête de tous les sondages précédents. Voilà. Pas celui-là. Pas celui-là. Donc on parle toujours du train qui n'arrive pas à l'heure. J'ai vu le dernier, c'est le dernier. Voilà, mais tous les sondages précédents, effectivement, j'étais en tête. Donc, mais moi, je sens le terrain, je sens là aussi le contact. Je suis, comme vous le dites, sortant avec un bilan qui est là, qui est cohérent, qui est fort. Et je crois en tout cas que mes concitoyens que je rencontre au quotidien sont sensibles, là aussi, au travail qui a été effectué par cette équipe sortante. Vous aurez besoin des voix de la République en marche pour le second tour? Alors ça, c'est toujours la question éternelle. Vous savez, les journalistes, ils posent toujours la même question. C'est éternel. Mais je veux dire, évident. Là aussi... ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises, d'ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'elles soient mauvaises, mais bien c'est sûr. Toujours la même. Mais c'est toujours la même. C'est toujours la même, mais il faut respecter les électeurs. Il faut respecter les électeurs. Et le respect, c'est la proposition du premier tour. Et d'être dans ce cadre-là... pour moi, je sors gagnant au premier tour. Et donc, je fais tout pour me battre pour gagner, et gagner de manière efficace. Et donc, cette question ne se pose pas. Elle ne se pose pas, pourquoi? Parce qu'elle ne se pose pas avant le premier tour. Elle ne se pose pas avant le premier tour. Elle peut se poser après le premier tour. Il ne faut surtout pas qu'elle pollue. Il ne faut surtout pas qu'elle pollue le premier tour. Et c'est un petit peu ce que recherche d'ailleurs à la fois le Front National, et c'est ce que vient rechercher également la majorité présidentielle. C'est de venir polluer dans un scrutin local avec un contournement, finalement, on le saute, et on est déjà dans 2022. Et en 2022, on essaie de s'échauffer, d'être dans un match, de voir si effectivement on ne peut pas... mettre un coin finalement dans le cadre des régionales pour que les présidents de droite sortants soient mis à mal et puissent dès le départ se dire il faut fusionner les listes. Non, c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est de me battre, de respecter les électeurs et d'avoir un projet cohérent à leur proposer pour le premier tour, et je serai en tête. Xavier Bertrand, qui se présente dans les Hauts-de-France, dit « Moi, entre les deux tours, ma liste ne bougera pas. La liste que je présente au premier tour et la liste que je présenterai au second tour. » Est-ce que vous dites la même chose ou est-ce que vous ne prenez pas ce type d'engagement? Mais ce que je dis, c'est que je me bats pour le premier tour pour être en tête au premier tour et que cette question ne se posera pas. Vous ne répondez pas du tout à ma question. Est-ce que donc, si vous y répondez par défaut, c'est-à-dire que vous ne vous engagez pas là, ce matin sur LCI, à ce que votre liste du premier tour soit la liste du second tour? Je l'ai déjà dit, publiquement, M. Apathy. Alors allez-y. Ma liste du premier tour sera effectivement ma liste du deuxième tour, de toute manière, parce que je me bats pour être en tête et que je serai en tête. Pas de fusion?
et que cette fusion ne se pose pas aujourd'hui. Elle ne se pose pas. Non. Elle ne se fera pas. C'est ça que vous voulez dire. Cette question ne se fera pas parce que je serai en tête au premier tour. Voilà. La fusion ne se fera pas. Oui, bien sûr. Et si vous n'êtes pas en tête au premier tour, elle peut se faire alors. C'est ça que vous voulez dire. J'essaie d'être clair. Non, mais moi, on voit que des candidats prennent des engagements, parce qu'on ne va pas se raconter d'histoire, vous et moi. On a vu en Provence, en Côte d'Azur, et dans les Hauts-de-France, que la présence de la République En Marche pour battre le Rassemblement national pouvait être nécessaire. Vous avez bien vu ce qu'a fait votre ami Renaud Muselier en PACA. Donc c'est pour ça qu'on explore cette question. Et que face aux électeurs, il vaut mieux être transparent que brumeux. Mais je suis pas brumeux du tout. Je dis, je me bats et je respecte les électeurs pour le premier tour. C'est important d'avoir un projet cohérent avec une équipe qui soit forte, qui soit issue du terrain en ce qui me concerne. Sur le deuxième tour, là aussi, je serai en tête. Et donc, je n'ai pas à me poser aujourd'hui cette question de savoir s'il faut fusionner ou pas. Je serai en tête et je gagnerai cette élection. D'accord. Et donc, vous ouvrez la porte, et si vous n'êtes pas en tête, on verra bien. Parce que j'ai compris qu'on n'irait pas beaucoup plus loin ce matin. Dans l'un des départements, alors vous allez me dire lequel, parce que je crois que je vais dire une bêtise sinon, Nadine Morano, députée européen, ancienne ministre, députée nationale en son temps, voulait être à la tête de liste. C'est en Moselle ou en Meurthe-et-Moselle ? En Meurthe-et-Moselle. Meurthe-et-Moselle. Elle voulait être tête de liste, elle est membre des Républicains comme vous. Et vous avez dit non. Vous avez dit non, vous avez dit je connais ses thématiques, je connais sa personnalité, je n'en veux pas. Qu'est-ce que vous vouliez dire exactement ? Nadine Morano, c'est un peu l'enfant terrible de la droite. L'enfant terrible de la droite. D'ailleurs, je le vois, elle est invitée partout sur tous les plateaux pour s'agiter, pour aujourd'hui réclamer ma tête et m'en vouloir terriblement. C'est assez amusant quand même. Jean-Michel Apathy, il y a un mois, elle voulait être tête de liste. Je lui ai dit non, parce que je vais y venir. Tout simplement, elle était donc d'accord avec moi. Elle voulait être tête de liste. Donc elle voulait faire partie de mon équipe. Le problème, c'est que moi, je ne suis pas d'accord avec elle. Je ne suis pas d'accord avec ses thématiques. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle aborde. Vous pouvez préciser ? Je vais le préciser. Laissez-moi venir. Tout simplement, elle dit « je suis gaulliste ». Aujourd'hui, le gaullisme, je crois qu'il est universel. Et c'est le général de Gaulle lui-même qui disait qu'il n'appartenait à personne, et en même temps, il appartenait à tout le monde. Et le gaullisme, c'est certainement pas ce que parfois fait Nadine Morano, c'est-à-dire elle fait des clins d'œil, elle se rapproche dans ses propos trop du Front National. Elle l'a dit d'ailleurs. Elle le dit, moi je peux travailler avec Nicolas Bay au niveau du Parlement européen, ça ne me dérange pas, je ne suis pas de ceux qui craignent les digues, mais c'est la grande différence entre elle et moi. Et je crois que le général de Gaulle lui-même n'aurait pas été satisfait d'une droite aujourd'hui qui fait les yeux doux à l'extrême droite. Pour parti, il n'y a pas que Nadine Morano, une partie des Républicains. Pour moi, en ce qui me concerne, fait les yeux doux. Pour moi, en ce qui me concerne, c'est Nadine Morano. Et Nadine Morano, effectivement, elle est invitée partout, sur tous les plateaux. Elle est invitée. Vous aussi, hein. Elle est invitée la preuve. À s'énerver. Elle est invitée. Moi, j'aurais bien aimé aussi qu'elle fasse preuve à un moment donné de propositions. Elle n'est pas invitée pour ça. Elle est invitée parce qu'aujourd'hui, elle s'énerve, elle accuse. Vous auriez aimé qu'elle soit plus discrète ? Non. Par solidarité avec votre parti. C'est pas mon sujet, c'est le sien, mais elle a géré ses propres contradictions. Aujourd'hui, elle dit ne pas vouloir voter pour moi. Je rappelle simplement qu'à l'époque des européennes, j'ai signé un texte avec l'ensemble des présidents de région pour la soutenir. Et puis finalement, vous savez, Nadine Morano, dans son propre département aux européennes, c'est 7,3% de vote pour elle. C'est finalement aucun succès sur son propre nom depuis 2007. Ça date quand même. Et aujourd'hui, j'ai besoin, moi, d'élus de proximité, d'élus qui connaissent le terrain, d'élus qui se battent pour la région. Et je crois que Nadine Morano ne correspond pas à ce profil. Bon, ça c'est dit. Et donc Nadine Morano, trop proche du Rassemblement national, elle n'est pas sur votre liste. Question sanitaire pour terminer, Jean Rotner, oui. L'Académie de médecine dit on n'arrivera pas à l'immunité collective face au virus si on ne rend pas la vaccination obligatoire. Trop de Français aujourd'hui hésitent ou refusent à se faire vacciner. On les évalue à 30%. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Totalement. Moi, je suis entièrement d'accord. Je suis d'ailleurs
horrifié, et je mesure mes mots, de voir le trop peu de vaccination du personnel soignant dans le monde hospitalier. Il y a... Puisque vous êtes vous-même urgentiste de formation, tout à fait. Vous connaissez ce milieu-là. Il y a, par exemple, dans mon hôpital, il n'y a que 42% du personnel soignant qui est vacciné. C'est l'hôpital de Mulhouse. C'est trop peu. 42%. 42%. C'est largement trop peu. Médecins, infirmières, personnel soignant, surtout le personnel soignant, plutôt que le personnel médical, mais c'est largement trop peu. Et il faut effectivement intensifier. Comment on rend la vaccination obligatoire? C'est très compliqué quand même, non? Mais non, c'est pas pour le personnel soignant en général. Quand on travaille à l'hôpital, eh bien, on est obligé d'être vacciné, par exemple, contre l'hépatite. Pour la population en général. Et pour la population en général, c'est peut-être plus compliqué, effectivement, mais soignons déjà et vaccinons déjà le personnel médical. C'est déjà quelque chose d'essentiel. Donc vaccination obligatoire pour le personnel médical au moins. Oui, et pour le personnel à risque aussi. Mais ça, l'Académie de médecine sera en mesure de donner les personnels à... Et pour le reste de la population, c'est plus difficile. C'est plus difficile, mais on avance, et on avance plutôt favorablement en ce moment. Mais pour la rendre obligatoire, c'est plus difficile. Oui. Merci Jean Rotner d'avoir accepté l'invitation d'LCI ce matin.